En 2022, une décision a défié le désert et ses certitudes. Alors que le Sahel semblait condamné par 5 années de pluies inférieures aux moyennes historiques, une politique locale a produit des effets que ni l'aide importée ni la technologie n'avaient obtenus jusque-là. Que signifie ce basculement pour ceux qui vivent de la terre et pourquoi le nom d'Ibrahim Traoré revient-il au centre de cette question ? Un pari discret, devenu signal mondial. Cette analyse promet une chose précise, comprendre comment une décision locale, appliquée sans appui extérieur spectaculaire, a modifié des trajectoires écologiques, sociales et politiques mesurables. Pour le lecteur, l'intérêt est de lire les données, pas les slogans. L'enjeu dépasse un projet agricole isolé. Il touche à la manière dont les politiques publiques sont évaluées en Afrique de l'Ouest, souvent à travers des cadres conçus ailleurs, puis importés sans adaptation fine. Ici, le pari inverse a été tenté. Partir des conditions réelles, accepter le risque initial et observer les effets sur la durée. Ce choix engage des coûts politiques. Un échec aurait renforcé l'idée que certaines terres sont irréversiblement perdues et que les communautés locales ne peuvent être que des bénéficiaires passifs. Un succès, en revanche, déplace le centre de gravité du débat vers la compétence locale et la responsabilité nationale. La suite examine donc ce qui a réellement changé, comment ces changements ont été mesurés et pourquoi ils ont forcé des acteurs sceptiques à réviser leur position. La question implicite demeure. Si cela a fonctionné ici, qu'est-ce que cela révèle sur nos critères habituels de crédibilité ? En moins de 3 ans, la couverture végétale de certaines zones sahéliennes est passée d'environ 20% à près de 38%, sans hausse des précipitations. Cette évolution, confirmée par des données de terrain et des images satellites, a surpris des observateurs qui s'attendaient à une dégradation accélérée plutôt qu'à une régénération mesurable. Pour comprendre ce renversement, il faut revenir au point de départ. Au début de 2022, le Burkina Faso faisait face à une situation devenue familière dans le Sahel. Les précipitations annuelles oscillaient entre 300 et 380 mm depuis 5 années consécutives, bien en dessous des moyennes historiques. Dans plusieurs provinces du nord, la couverture végétale était tombée sous le seuil des 20%, tandis que l'insécurité alimentaire progressait. Les réponses proposées par les partenaires internationaux suivaient un schéma connu, programme pilote de reboisement, technologies importées, aides d'urgence à court terme. Aucune ne répondait directement à la question centrale. Comment vivre durablement sur une terre déjà classée comme perdue ? Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le cadre d'analyse a été déplacé. La terre n'a plus été considérée comme une victime passive du climat, mais comme un système perturbé par des modes de gestion inadaptés. Cette relecture s'est appuyée sur des modèles écologiques de pâturage régénératif et sur des savoirs pastoraux transmis localement depuis des générations. C'est dans ce contexte qu'a émergé ce qui allait être appelé le projet du troupeau du désert. L'approche était volontairement non symbolique. 10 000 bovins, sélectionnés pour leur tolérance à la chaleur et leur résistance aux maladies, ont été introduits sur environ 120 000 hectares de terres semi-arides. Leur déplacement était strictement contrôlé, avec des rotations fréquentes destinées à éviter le surpâturage tout en maximisant l'impact sur le sol. L'objectif n'était pas la production de viande, mais la restauration des fonctions biologiques de la terre. Ce cadrage initial explique pourquoi les premiers résultats ont eu un effet de rupture. Ils n'invalidaient pas seulement des prévisions pessimistes, ils obligeaient à reconsidérer des hypothèses de longue date sur la désertification et la gouvernance environnementale. Sur le terrain, le projet n'a pas été porté par des consultants étrangers, ni par des équipes techniques détachées. Les figures centrales étaient locales et discrètes. Des anciens pasteurs ont servi de guides, non pas au sens symbolique, mais comme cartographes vivants du territoire. Leur connaissance des cycles de pâturage, des sols fragiles et des points d'eau saisonniers a structuré les itinéraires suivis par les troupeaux. À leur côté, de jeunes éleveurs ont été formés à des tâches nouvelles, observer l'humidité du sol, noter la réponse de la végétation, signaler les signes précoces de stress animal. Les premiers mois ont été rudes. Les températures des Passaquides dépassaient régulièrement 43 degrés, l'accès à l'eau restait limité et les critiques se multipliaient. Beaucoup s'attendaient à un effondrement rapide.
Pourtant, des effets précoces ont commencé à apparaître. Les données vétérinaires ont montré que la mortalité du bétail, annoncée comme catastrophique par certains observateurs, se stabilisait à des niveaux comparables au système traditionnel. Cette stabilité a réduit la pression psychologique sur les familles habituées à des pertes imprévisibles. Sous les sabots des animaux, des changements plus discrets se produisaient. Les croûtes de sol, durcies, se fracturaient, permettant à l'eau rare de pénétrer plutôt que de s'évaporer. Les déchets organiques déposés quotidiennement enrichissaient progressivement une terre appauvrie par des années d'érosion. Ces signaux n'étaient pas encore spectaculaires, mais ils étaient cohérents. Pour les communautés impliquées, l'impact allait au-delà des indicateurs techniques. Être placé au centre de la mise en œuvre a transformé la perception du projet. Les habitants n'étaient plus des bénéficiaires passifs, mais des acteurs responsables d'un processus observé collectivement. L'idée est simple. Quand la gestion change, la trajectoire suit. Avant le lancement effectif, le projet était perçu comme un risque politique net. Les précédents dans la région suggéraient qu'une intervention mal calibrée pouvait aggraver les tensions sociales, accélérer la dégradation des sols et exposer le pouvoir à des critiques durables. Après la décision, la séquence a suivi une logique différente, marquée par 3 temps distincts: activation, montée en tension, puis réplique. L'activation a commencé début 2022 avec une préparation silencieuse. Les troupeaux ont été constitués sans campagne médiatique, les itinéraires définis à huis clos avec les communautés concernées et les règles de rotation précisées avant toute mise en mouvement. Lorsque les premiers bovins ont été introduits sur les terres semi-arides, l'opération s'est déroulée sans symbole ni annonce. Cette discrétion n'était pas accidentelle. Elle visait à réduire les attentes immédiates et à laisser le temps produire ses propres signaux. La montée en tension est intervenue dans les mois suivants. Les températures extrêmes, dépassant fréquemment 43 degrés, ont nourri les critiques. Des rapports externes annonçaient une mortalité massive et un effondrement du couvert végétal. Les médias internationaux, lorsqu'ils mentionnèrent le projet, le faisaient souvent sous l'angle de l'expérimentation idéologique. À ce stade, le choix du silence a été déterminant. Ibrahim Traoré a rarement commenté publiquement l'initiative, laissant les équipes techniques collecter les données sans pression narrative. Cette retenue a permis de maintenir la cohérence opérationnelle alors même que les doutes s'accumulaient. Les premières répliques sont apparues fin 2022 et courant 2023. Contrairement aux prévisions alarmistes, la mortalité du bétail s'est stabilisée entre 6 et 8%, un niveau comparable, parfois inférieur, au système de pâturage traditionnel. Cette stabilisation a désamorcé une partie des critiques internes. Parallèlement, les observations de terrain ont commencé à signaler des changements sous-jacents. Amélioration de la structure du sol, réapparition de graminées saisonnières, meilleure infiltration de l'eau lors des pluies limitées. Le véritable tournant s'est produit lorsque ces signaux ont été corroborés par des sources indépendantes. Début 2024, des images satellites ont montré des variations visibles de coloration dans des zones auparavant classées comme non récupérables. La couverture végétale augmentait sans modification des régimes pluviométriques. Ce décalage entre les attentes et les résultats a forcé une réévaluation progressive du projet, d'abord en interne, puis à l'extérieur. À partir de 2025, la phase des répliques politiques s'est ouverte. Les chiffres consolidés faisaient état d'un cheptel dépassant 80 500 têtes, porté par des taux de natalité stables et une faible incidence des maladies. Les terres de rotation affichaient des niveaux de végétation proches du double de la ligne de base initiale. Ces résultats ont attiré des délégations discrètes et des demandes d'accès aux données brutes. La ligne des événements montre ainsi un basculement clair, d'une décision perçue comme imprudente à une séquence d'effets cumulatifs difficilement ignorables. Ce passage du scepticisme à l'observation contrainte constitue le cœur de la dynamique analysée ici. Au départ, la couverture végétale se situait autour de 20%, puis elle a atteint près de 38% dans les zones de rotation. On observe une hausse mesurée sans pluie accrue, indiquant gestion plutôt que climat. Ce glissement du niveau initial vers un palier presque doublé constitue la première preuve centrale, car il contredit l'hypothèse selon laquelle la régénération serait mécaniquement liée à l'augmentation des précipitations.
Les relevés montrent que les pluies sont restées stables sur la période observée, ce qui isole la variable décisive, la manière dont la Terre a été utilisée. Cette distinction est essentielle car elle transforme une réussite supposée conjoncturelle en résultat attribuable à des choix de gestion. Un second indicateur renforce cette lecture. La rétention d'humidité du sol a augmenté en moyenne de 27% dans les parcelles concernées. Cela se traduit par une rétention accrue prolongeant survie végétale durant périodes sèches répétées locales. Concrètement, cela signifie que l'eau issue de pluies limitées ne s'évapore plus immédiatement. Elle pénètre le sol, reste disponible plus longtemps et soutient la croissance de plantes capables de résister aux phases de sécheresse. Ce mécanisme explique pourquoi des graminées saisonnières et des arbustes indigènes ont réapparu sans modification du climat régional. L'amélioration de l'humidité n'est pas spectaculaire à l'œil nu, mais elle change la dynamique de survie des écosystèmes. Le troisième indicateur concerne le cheptel lui-même. La mortalité du bétail, que certains rapports extérieurs prédisaient supérieure à 20%, s'est stabilisée entre 6 et 8%. Ce taux reste comparable aux pratiques locales, réduisant pertes et stress économique. Cette stabilisation est cruciale, car elle conditionne l'acceptation du projet par les familles pastorales. Un système régénératif qui sacrifierait le bétail serait socialement intenable. Or, les données vétérinaires indiquent que les mouvements contrôlés et la réduction du surpâturage ont limité le stress animal et les maladies. Le bétail n'a pas seulement survécu, il a constitué un vecteur actif de restauration des sols. Pris ensemble, ces trois chiffres forment une chaîne cohérente. La végétation augmente, le sol retient mieux l'eau, et les animaux restent viables. Aucun de ces éléments ne suffit isolément à expliquer la transformation observée. C'est leur interaction qui produit un effet cumulatif. Cette logique systémique distingue le projet d'intervention fragmenté, souvent évalué sur un seul indicateur. Dans les briefings internes, l'entourage d'Ibrahim Traoré a insisté sur ce point méthodologique. Les chiffres n'étaient pas présentés comme des trophées politiques, mais comme des seuils à vérifier avant toute conclusion. Cette prudence a retardé la communication publique, mais elle a renforcé la crédibilité des résultats lorsque ceux-ci ont été partagés. Les données ont été confrontées à des zones témoins, comparées dans le temps et discutées avec des acteurs locaux capables d'en interpréter les implications concrètes. L'intérêt de ces preuves quantitatives tient donc moins à leur ampleur absolue qu'à ce qu'elles invalident. Elles réfutent l'idée que certaines terres seraient irrémédiablement perdues et que les communautés locales ne pourraient qu'en subir les conséquences. En montrant un passage mesurable d'un état dégradé à un état fonctionnel, elle déplace le débat vers la gouvernance. La question devient alors non pas si la régénération est possible, mais dans quelles conditions elle peut être soutenue et reproduite. Les critiques les plus solides du projet ne se résument pas à un rejet idéologique. Elles reposent sur deux arguments principaux qu'il faut considérer sérieusement. Le premier concerne l'évolutivité. Selon cette lecture, un dispositif aussi étroitement encadré pourrait fonctionner sur des périmètres limités, mais deviendrait ingérable à plus grande échelle. La rotation contrôlée, la surveillance continue et l'implication communautaire exigeraient des capacités administratives difficiles à maintenir dans le temps, surtout dans des régions marquées par l'insécurité et la rareté des ressources. Le second argument touche aux risques écologiques différés. Certains observateurs avancent que les bénéfices observés pourraient masquer des effets négatifs à long terme. Une pression excessive du bétail, même bien gérée, pourrait appauvrir certains sols ou favoriser des déséquilibres invisibles à court terme. Dans cette perspective, les gains initiaux seraient trompeurs et la prudence commanderait de limiter ce type d'intervention, voire de l'abandonner avant qu'il ne produise des dommages irréversibles. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux, car ils pointent des vulnérabilités réelles. Toutefois,
les données disponibles permettent de les nuancer. Sur la question de l'échelle, le projet n'a jamais été conçu comme un modèle uniforme à reproduire mécaniquement. Il repose sur une logique modulaire où chaque zone est gérée en fonction de ses contraintes spécifiques. Cette flexibilité réduit précisément le risque d'un effondrement systémique. L'extension observée entre 2022 et 2025 s'est faite par ajustements successifs, non par déploiement massif. Concernant le risque écologique différé, la présence de zones témoins et le suivi comparatif dans le temps constituent un garde-fou important. Les indicateurs de sol, d'humidité et de végétation ont été suivis précisément pour détecter des signaux de dégradation éventuels. Or, jusqu'à présent, ces signaux n'ont pas confirmé les scénarios pessimistes. Cela ne garantit pas l'absence de risques futurs, mais cela invalide l'idée d'un danger immédiat ou inévitable. Enfin, le rôle d'Ibrahim Traoré dans cette phase de débat a été moins de défendre le projet que d'en accepter la mise à l'épreuve. En laissant les résultats répondre aux objections, plutôt qu'en les contestant frontalement, l'approche a déplacé la discussion du terrain idéologique vers celui de l'observation. C'est cette translation qui affaiblit les critiques les plus alarmistes sans les disqualifier a priori. Et pourtant, au cœur de cette histoire, ce n'était pas le projet en lui-même qui comptait le plus. Le véritable déplacement s'est produit lorsque l'initiative a cessé d'être perçue comme une expérience environnementale isolée pour devenir un test de gouvernance. À ce point médian, l'attention ne portait plus seulement sur l'état des sols ou la santé du bétail, mais sur la manière dont les décisions étaient prises, ajustées et assumées. Ce glissement a modifié la lecture du projet, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Jusque-là, beaucoup d'analyses cherchaient une innovation technique cachée ou un facteur climatique négligé. Or, rien de tel n'est apparu. Les précipitations n'avaient pas augmenté, aucune technologie nouvelle n'avait été introduite. Ce qui changeait, c'était la chaîne de responsabilité. Les communautés locales n'étaient plus consultées à la marge. Elles afin de participer aux arbitrages quotidiens. Les données n'étaient plus collectées pour justifier une politique décidée ailleurs, mais pour orienter des ajustements concrets. C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré prend une dimension différente. Son choix de rester en retrait dans la communication publique n'était pas une absence, mais une méthode. En laissant les résultats émerger avant le discours, il a inversé l'ordre habituel entre narration politique et preuve. Cette inversion a rendu le projet plus difficile à attaquer, précisément parce qu'il ne reposait pas sur une promesse, mais sur une accumulation de faits observables. À partir de ce moment, la question n'était plus de savoir si le projet allait réussir, mais ce qu'il révélait sur la capacité d'un État à apprendre en agissant. Les effets les plus tangibles du projet apparaissent lorsqu'on observe ses répercussions sur des groupes distincts, chacun affecté de manière spécifique. Pour les institutions nationales d'abord, la transformation a été méthodologique. Les ministères impliqués ont cessé de traiter la politique environnementale comme un domaine isolé. Elle a été reliée à la sécurité alimentaire, à la stabilité sociale et à la planification territoriale. Cette intégration a modifié la manière dont les décisions étaient arbitrées, avec un recours accru aux données locales plutôt qu'aux modèles importés. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré a trouvé un levier politique inattendu. La régénération des terres devenait une preuve de capacité étatique, non un simple projet sectoriel. Du côté des acteurs économiques, en particulier les éleveurs et les marchés locaux, les conséquences ont été directes. La réduction des pertes de bétail et l'amélioration de la santé des troupeaux ont introduit une forme de prévisibilité jusque-là absente. Les revenus pastoraux ont suivi une trajectoire ascendante sur plusieurs années, permettant des investissements modestes mais structurants, réparation des habitations, stockage de l'eau, achat de nourriture en période de soudure. Cette stabilité relative n'a pas créé de richesse soudaine, mais elle a réduit la vulnérabilité chronique face aux chocs climatiques et économiques. Pour les populations locales, l'impact a été avant tout social. La diminution de la migration saisonnière a changé l'organisation de la vie quotidienne. Des itinéraires de pâturage plus courts ont permis aux enfants de rester scolarisés plus longtemps et aux personnes âgées de ne plus être laissées en arrière lors des déplacements. Les tensions récurrentes entre communautés pastorales et agricoles
se sont atténuées dans les zones concernées, non par décret, mais par la réduction de la pression sur les ressources. La participation aux décisions, à travers les conseils villageois et les mécanismes de suivi, a renforcé un sentiment de responsabilité partagée. À l'échelle régionale enfin, les conséquences ont été plus symboliques mais tout aussi réelles. Le projet a attiré l'attention d'observateurs extérieurs qui ne pouvaient plus ignorer des résultats mesurables. Des délégations discrètes ont demandé l'accès aux données et des institutions académiques ont commencé à citer l'expérience dans des études comparatives sur la désertification. Cette visibilité a repositionné le Burkina Faso dans l'actualité régionale, non comme un cas de crise permanente, mais comme une source d'expérimentation politique. Sous Ibrahim Traoré, le pays est ainsi devenu un point de référence inattendu dans les débats sur la souveraineté et la gouvernance environnementale. Pris ensemble, ces effets montrent que les conséquences du projet ne se limitent pas à la terre. Elles traversent les institutions, les économies locales, les dynamiques sociales et les perceptions régionales. C'est cette superposition d'impacts concrets et symboliques qui donne au projet sa portée réelle et explique pourquoi il continue de susciter des interrogations au-delà de son périmètre initial. Le premier scénario, dit de continuité, repose sur l'hypothèse la plus sobre. Les paramètres actuels sont maintenus sans extension rapide ni inflexion majeure. Dans ce cadre, les zones déjà engagées poursuivent leur trajectoire de régénération graduelle avec des ajustements techniques décidés localement. Les gains restent modestes mais stables. L'enjeu principal devient alors la consolidation institutionnelle. Préserver les mécanismes de suivi, éviter la politisation excessive des résultats et maintenir la confiance des communautés. Si cette voie prévaut, le projet s'inscrit durablement dans les politiques publiques sans devenir un symbole surchargé d'attentes. Le second scénario, plus optimiste, suppose une montée en puissance maîtrisée. Les résultats observés servent de base à une extension progressive vers d'autres zones semi-arides en respectant le principe d'adaptation locale. Cette trajectoire implique un investissement accru dans la formation, la collecte de données et la coordination intersectorielle. Les bénéfices potentiels sont importants. Réduction supplémentaire des conflits liés aux ressources, amélioration de la sécurité alimentaire et renforcement de la légitimité de l'État dans des régions longtemps marginalisées. Sous Ibrahim Traoré, ce scénario consoliderait l'idée que la souveraineté ne se proclame pas, mais se démontre par la capacité à apprendre et à corriger en continu. Le troisième scénario, plus défavorable, met en lumière les fragilités possibles, une extension trop rapide, une instrumentalisation politique ou une rupture de la participation communautaire pourrait affaiblir la dynamique observée. Des chocs externes, qu'ils soient sécuritaires ou économiques, risqueraient alors de détourner l'attention et les ressources nécessaires au suivi de long terme. Dans ce cas, les résultats positifs pourraient s'éroder, non par invalidation du modèle, mais par défaut de gouvernance. Ce scénario rappelle que la régénération n'est pas irréversible et qu'elle dépend de choix répétés, pas d'un succès initial. Face à ces trajectoires possibles, une recommandation de fond s'impose. Privilégier une lecture conditionnelle plutôt que prédictive. Il ne s'agit pas d'annoncer ce qui va arriver, mais de clarifier ce qui dépend des décisions prises aujourd'hui. La valeur du projet tient précisément à cette leçon. Les politiques efficaces ne promettent pas des certitudes, elles organisent des marges d'apprentissage. Dans les mois à venir, c'est cette capacité à maintenir un équilibre entre ambition et retenue qui déterminera si l'expérience reste un cas isolé ou devient une référence durable. Pour le lecteur directement concerné par les questions environnementales, le projet offre d'abord un déplacement de perspective. Il montre que la résilience n'est pas uniquement une affaire de solutions technologiques ou de financement massif, mais aussi de cohérence entre décision, contexte et responsabilité. Cette lecture invite à interroger des réflexes bien ancrés. Pourquoi certaines approches sont-elles jugées crédibles a priori, tandis que d'autres doivent faire leurs preuves à répétition ? Pour un second groupe, plus attentif aux enjeux sociaux et éducatifs, l'expérience met en lumière des effets souvent relégués au second plan.
la réduction de la migration saisonnière, la continuité scolaire et le maintien des liens familiaux rappellent que les politiques environnementales produisent aussi des conséquences humaines immédiates. Ces dimensions, difficiles à quantifier, sont pourtant déterminantes pour la stabilité à long terme. Elles montrent que des indicateurs sociaux simples peuvent signaler des transformations profondes avant même que les chiffres macroéconomiques ne les reflètent. Un troisième public, intéressé par les dynamiques politiques et institutionnelles, y trouvera un cas d'apprentissage collectif. Le projet illustre comment une politique publique peut évoluer par ajustements successifs plutôt que par plan figé. Cette approche peut inspirer d'autres contextes, sans prétendre à une transposition mécanique. Elle suggère qu'accepter l'incertitude, mesurer régulièrement et corriger ouvertement constitue une force, non une faiblesse. Deux pistes concrètes émergent pour le lecteur. La première consiste à distinguer plus clairement résultats observables et récits qui les entourent, afin de juger une politique sur ses effets réels. La seconde est d'accorder plus d'attention au processus, pas seulement aux annonces. Ce sont souvent ces mécanismes discrets qui déterminent si une initiative produit des changements durables ou s'épuise après un succès initial. La consolidation du projet repose désormais sur une feuille de route claire, articulée en étapes lisibles plutôt qu'en promesses abstraites. La première étape concerne la gouvernance locale. Les communautés impliquées doivent rester au centre de la prise de décision avec des règles de rotation et d'accès aux terres débattues régulièrement. Ce travail est mené par les conseils villageois et les services techniques locaux selon des cycles trimestriels, et il se mesure par le respect des rotations et la stabilité des indicateurs de sol. La deuxième étape porte sur l'institutionnalisation des données. Les relevés de végétation, d'humidité et de santé animale doivent être intégrés dans des systèmes publics simples, accessibles et comparables dans le temps. Elle est portée par les ministères sectoriels et les équipes de terrain, avec une mise à jour semestrielle, et elle se mesure par la cohérence des séries de données et l'usage effectif dans les arbitrages politiques. La troisième étape concerne la formation et la transmission. Les jeunes éleveurs formés deviennent des relais de compétences capables de diffuser les pratiques adaptées à d'autres zones sans les standardiser excessivement. Elle s'appuie sur des formateurs locaux et des structures éducatives rurales via des programmes annuels, et elle se mesure par le taux de participation et l'adoption volontaire des pratiques. Une quatrième étape, plus politique, vise à protéger le projet de la surinterprétation. Sous Ibrahim Traoré, l'enjeu est de maintenir une communication sobre, centrée sur les faits, afin d'éviter que le succès ne se transforme en symbole rigide. Elle relève de l'exécutif et des administrations centrales, en continu, et elle se mesure par l'alignement entre discours publics et données observées. Enfin, une étape transversale consiste à accepter l'ajustement permanent. La feuille de route n'est pas un plan figé, mais un cadre évolutif. Sa réussite dépend moins de la perfection initiale que de la capacité à corriger rapidement. C'est dans cette discipline de suivi que réside la durabilité du projet. Au moment de conclure, l'image qui revient n'est pas celle des graphiques ni des satellites, mais celle évoquée plutôt sur le terrain. Un ancien pasteur marchant lentement le long d'un itinéraire qu'il connaissait enfant, observant une herbe revenue là où il n'en attendait plus. Ce rappel n'est pas anecdotique. Il relie les données aux vies réelles et donne un visage à une transformation souvent décrite de manière abstraite. Ce projet a fonctionné parce qu'il a réconcilié mémoire et décision. Les savoirs transmis, longtemps marginalisés, ont retrouvé une place centrale aux côtés des mesures modernes. Cette combinaison a produit plus qu'un résultat écologique. Elle a restauré une forme de confiance, fragile mais tangible, entre les communautés et les institutions. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un héros solitaire, mais comme un dirigeant qui a accepté de laisser une idée mûrir sans l'étouffer par la mise en scène. La phrase clé tient en peu de mots. La résilience s'organise. Elle ne se décrète pas. Elle se construit par des choix répétés, parfois discrets, souvent exigeants. Le projet rappelle que la transformation durable commence rarement par un discours spectaculaire, mais par une responsabilité assumée sur la durée. En refermant cette séquence, le sentiment dominant n'est pas l'enthousiasme naïf, mais une forme de gravité confiante. Ce qui a changé ici pourrait rester limité, mais il pourrait aussi
s'il est compris avec justesse, redéfinir ce que signifie gouverner dans des environnements contraints. Ce récit ne demande ni adhésion immédiate, ni célébration sans nuance. Il invite plutôt à une attention prolongée. Dans un paysage médiatique souvent structuré par l'urgence et la simplification, des expériences comme celle-ci rappellent la valeur des trajectoires lentes, documentées et imparfaites. Elles ne fournissent pas de recettes universelles, mais elles enrichissent le débat en élargissant ce qui est jugé possible. Pour certains, l'histoire résonnera comme un contrepoint au récit dominant sur l'Afrique, trop souvent enfermé dans l'alternative entre crise et assistance. Pour d'autres, elle soulèvera une interrogation plus générale sur la manière dont nous évaluons la crédibilité des politiques publiques et la provenance des solutions que nous acceptons d'écouter. Dans les deux cas, l'enjeu dépasse un pays ou un dirigeant. Il concerne notre capacité collective à reconnaître des résultats là où nous ne les attendions pas. Si cette analyse vous a interpellé, prenez le temps d'en discuter, de la confronter à d'autres exemples et d'en examiner les limites. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a ouvert un espace de réflexion qui mérite d'être suivi sans préjugés. La question reste ouverte, et elle vous concerne aussi. Qu'avons-nous appris en regardant vraiment plutôt qu'en supposant ?